situation de crise? Je pense qu'il y a deux sujets, en fait. Je pense que les Français s'interrogent, eu égard à nos dépenses qui sont records dans le monde et à nos prélèvements qui sont records dans le monde, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à résoudre les crises tout seul? Comment ça se fait qu'on a de moins en moins de services publics et qu'à chaque fois on déplore les mêmes phénomènes? C'est-à-dire qu'en fait on augmente chaque année les dépenses publiques et on augmente chaque année les prélèvements obligatoires et donc du coup les taxes. Par contre, à chaque fois sur les mêmes plateaux et sur les mêmes sujets, on dénonce les mêmes choses. Réduction d'effectifs, manque de moyens, etc. Et donc du coup les Français s'interrogent sur le paradoxe qu'il y a. Pourquoi est-ce qu'on augmente chaque année le budget de l'État et en parallèle, on dit qu'on manque de moyens? Je pense que c'est la première interrogation que se posent les Français sur un ensemble de crises, pas uniquement sur la question des incendies, mais sur un ensemble de sujets. Sur la question des incendies, je pense qu'il y a deux points précis. La question des effectifs et la question du matériel. La question des effectifs, de toute façon, on a évoqué le sujet, c'est-à-dire que vous devez avoir un nombre de pompiers qui sont disponibles, mais le nombre de pompiers doit être réfléchi non pas en situation de crise exceptionnelle, mais en situation de combien de pompiers vous avez besoin en fonction des saisons et tout au long d'une année. Ensuite, après, on peut mobiliser des moyens supplémentaires pour des besoins conjoncturels en fonction des saisons. Donc, précisément, la question de l'été avec les incendies, éventuellement la question de l'automne avec les éventuelles inondations. Ensuite, après, il y a un autre point sur la question du matériel. En fait, l'Europe a une utilité, une grande utilité, c'est de pouvoir démultiplier les forces desquelles dispose la France pour des sujets précis, notamment ça concerne les grandes crises. Là, on parle de la question des incendies parce qu'en fait, la France ne peut pas se permettre et n'a pas intérêt à conserver une flotte de Canadair nécessaires parce la France n'est pas victime chaque année ou tous les mois de la saison de grands feux d'incendie. Et donc, du coup, on doit mutualiser nos moyens parce qu'en fait, le nombre d'incendies, de méga-incendies sera important dans le nombre des pays d'Europe du Sud, mais en France, ce ne sera pas nécessaire. Et donc, du coup, chaque pays met à contribution, admettons, je ne sais pas, on a besoin de 10, la France en met 3, l'Italie en met 3, l'Espagne en met 3 et un autre pays en met 1. Et c'est ça l'intérêt de l'Union européenne. Et il y a un deuxième intérêt, c'est qu'en fait, on peut multiplier nos efforts. Ça veut dire que si par cas, on doit rechercher des nouvelles technologies, notamment pour avoir des sujets spécifiques en recherche et développement, eh ben, on peut démultiplier nos effets pour mettre au point commun toutes nos forces et nos investissements pour que l'Europe démultiplie nos efforts. Avantage. Si, il faut les accompagner parce qu'il y a un sujet qui joue. Nous, on va publier un rapport et un grand texte dans un grand média là, dans la semaine prochaine, normalement. Et la question qui joue, c'est la question de la guerre alimentaire. Désormais, la nourriture est une ressource stratégique, notamment avec la guerre en Ukraine. Et donc, du coup, une partie de la consommation mondiale a été tenue, notamment sur l'Ukraine. Et donc, du coup, de plus en plus de pays, non seulement la France, mais des pays d'Afrique, sont en tension. Et donc, du coup, il peut y avoir une question de renversement de régime. Pour assurer une stabilité au niveau mondial, il est impératif de mettre le paquet sur la production agricole pour faire en sorte de faire tenir, d'une part, l'Europe et ensuite, après, d'exporter pour que les régimes tiennent. Parce que tous les sujets sont liés. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il parle de la question africaine? On parle souvent de la question migratoire et Gérald Darmanin a abordé la question migratoire. Si vous avez des renversements de régime en Afrique, la crise migratoire que nous allons vivre sera d'une plus grande ampleur que ce que nous avons vécu lors de l'époque de Daesh et des attentats islamiques lors du Golfe au début des années 2010 jusqu'à 2015. Donc je pense que c'est essentiel de mettre le paquet sur l'agriculture pour qu'on soit autosuffisant et qu'on vive quasiment en autarcie, d'une part au niveau européen et même qu'on mette le paquet au-delà pour pouvoir exporter et pouvoir alimenter les pays africains et les pays du Golfe. Concernant la crise que nous traversons, effectivement, vous faisiez notamment allusion aussi à la guerre en Ukraine. On a vu l'augmentation de certaines denrées, de certaines matières premières, telles que le beurre ou l'huile. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à la rentrée à une explosion des prix de certains produits agricoles? Si, c'est pour ça que nous, on a souhaité sortir un rapport sur ce sujet-là. Le seul remède qu'on trouve, et c'est le seul moyen, c'est de pouvoir augmenter la production pour qu'on ait plus de produits à disposition pour faire baisser la tension sur la question de la demande. En gros, pour schématiser, si vous avez plus de produits disponibles, les prix augmenteront moins vite en raison de la demande. Et c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour pouvoir assurer et pour pouvoir éviter la question des renversements de régime dans les pays africains, comme je vous l'évoquais, pour pouvoir soutenir le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires françaises. Il faut mettre le paquet dessus. Non, mais augmenter la production en cette période de sécheresse, par exemple, ça ne sert à rien. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais donc, du coup, il faudra éviter les prochaines crises, parce qu'on aura de prochaines sécheresses, la guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, donc on verra ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Mais je pense qu'il faut mettre le paquet maintenant, donc du coup, prendre des décisions, limiter au plus possible les restrictions d'eau sur la question des agriculteurs, parce qu'en fait, il ne faudrait pas colmater une crise en en provoquant une autre. C'est-à-dire qu'en mettant des restrictions d'eau sur la question des agriculteurs, vous pouvez avoir après une question de crise alimentaire. Et actuellement, nous avons certes des restrictions d'eau, en tout cas à cause de la sécheresse. Mais imaginez ensuite, après qu'on a un autre problème, comme vous l'évoquiez, une explosion des prix sur certaines denrées. Et donc, du coup, la population française, ou même la population européenne, qui a du mal à s'alimenter sur certains produits spécifiques, voire même une restriction plus globale dans certains pays d'Europe. Là, à ce moment-là, ce ne sera plus uniquement une question de sécheresse, une question de restriction d'eau. On posera
même une question de révolte, comme lors du moment des Gilets jaunes en 2018. Donc c'est pour ça que moi j'alerte sur ce sujet-là. Je pense qu'évidemment, il est important que les collectivités fassent des restrictions d'eau, mais par contre, il ne faut pas être démagogique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attaquer sur ce qui apparaît comme le plus évident, attaquer les agriculteurs. Peut-être qu'il y a d'autres restrictions d'eau à avoir, et en tout cas, je pense qu'il faut être très stratégique et très fin sur ce point-là, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas soutenir certaines agricultures au détriment d'autres, notamment pour assurer notre production agricole. Jérôme Moisan, accompagné. Bon, la liberté est privée, donc si personne ne veut s'acheter une piscine, il s'achète une piscine. Par contre, c'est à l'État de savoir comment il régule ses ressources stratégiques, notamment sur la question de l'eau. Et c'est pour ça que moi j'évoquais la question de l'agriculture tout à l'heure. La question, ce qui est clé, c'est est-ce qu'on a une politique de l'eau, est-ce qu'on a un usage stratégique d'une ressource qui est stratégique ? Je pense que l'essentiel, c'est de savoir de quoi on a besoin et anticiper ce qui va arriver après. C'est pour ça que nous, on a voulu alerter sur la question de la crise alimentaire pour voir et pour éviter les prochains sujets. Imaginons qu'on ait une crise alimentaire en Afrique et qu'ensuite, après, dans 6 mois, on ait le même débat en disant on a des flux migratoires venant d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé ? On a peut-être dû se poser la question sur pourquoi est-ce que des régimes ont été déstabilisés en Afrique subsaharienne notamment. Donc je pense que l'essentiel, ça ne va pas faire plaisir aux gens, mais le gouvernement et les collectivités ont raison de maintenir une restriction sur la question du remplissage des piscines. Je ne connais pas la quantité d'eau disponible, mais il faut l'utiliser de façon stratégique parce qu'on est quasiment en situation de guerre dans la mesure où on enchaîne les crises. On a eu la crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine, on a une crise économique, on a éventuellement une crise financière qui va arriver. Et donc du coup, l'État doit quasiment œuvrer comme s'il était en temps de guerre. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une planification, une vision stratégique sur tous ces sujets. Jérôme Moisan, William T. Moi, je serais, sur certains sujets, je vais être plus dur et je vais attaquer très fort. Moi, je pense que quand vous commettez ce type d'acte, je vais réagir sur le point de arrosage des golfs. Je pense que c'est pas une bonne idée avec les points que j'ai dit précédemment. Je pense qu'on aurait pu utiliser cette ressource stratégique sur d'autres points, notamment sur l'agriculture. Après, il faut aussi savoir que si on n'arrose pas un green de golf, on peut fermer le golf, il est fermé pour la saison. Oui, mais c'est avec les autres sujets que je vous évoquais, je pense qu'il y a des sujets plus importants, notamment en termes de crise. Sur la question des activistes, moi, je pense que ces personnes-là, notamment, ça mérite d'être qualifié plus précisément, moi, je pense qu'il faut les considérer comme les antifas, comme des terroristes. Pourquoi est-ce que vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut les qualifier comme des terroristes ? Parce que je pense que le message du terrorisme et la qualification du terrorisme, c'est faire passer un message politique en usant des moyens violents. Et je pense que ces personnes-là, notamment, il faudra qualifier précisément, mais en tout cas, il ne faudra pas s'exclure de pouvoir les qualifier comme tels, dans la mesure où ils prennent des actes qui sont de plus en plus violents. Je pense notamment aux attaques de centrales nucléaires, les dégradations, notamment les antifas dans les rues, etc. En tout cas, il y a beaucoup d'activistes qui mènent des actes de plus en plus violents, qui attaquent les forces de l'ordre, etc. Et pour faire passer un message politique, ils usent de la violence. Et si par cas vous ne qualifiez pas un message comme tel, et du coup vous ne saisissez pas le sujet. Et je pense qu'une fois que si par cas ils vont continuer, ils vont de plus en plus se radicaliser parce qu'en fait le traitement de l'information les conduit en fait à avoir des actes de plus en plus violents parce qu'ils savent que ça fera parler d'eux et donc du coup ils feront parler de leur cause. Et je pense que tant que vous ne réglez pas le problème à la source, c'est-à-dire les qualifier comme terroristes, vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Christian Prout. C'est pas un phénomène qui est nouveau parce que j'ai parlé tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes. Et donc, du coup, on a vu qu'il y avait une tension sur les classes moyennes inférieures et notamment sur les classes populaires. C'est-à-dire qu'en fait, Christian parle du chiffre de 50%. Il y a à peu près 55-60% des Français qui ont le pouvoir d'achat, leur revenu réel, qui ont stagné ces 30-40 dernières années par rapport aux revenus disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, leur salaire a augmenté, mais en fait, leur revenu disponible a plutôt baissé en raison des dépenses contraintes, etc. Je pense que ça va être très difficile de les aider sans changer de modèle économique. Et le changement de modèle économique reposant sur la productivité, la réindustrialisation et le nivellement par le haut, c'est-à-dire la montée de gamme de nos produits, ne se produira pas en une semaine ou en 6 mois. Par contre, je pense que ce qu'on peut faire, moi j'avais expérimenté ça notamment quand j'étais plus jeune, je pense qu'il est important que si par cas on ne peut pas aider les parents à court terme sur l'augmentation de leur pouvoir d'achat, que les collectivités locales et l'État puissent organiser pour les enfants les classes d'été, la question des vacances pour leur permettre de partir. Je pense que ça, on peut le mettre en place. C'est une nécessité. Je ne pense pas que ça coûte très cher non plus. Ça leur permet en fait de ne pas rester dans leur milieu social et ça leur permet d'expérimenter de nouvelles choses et découvrir de nouvelles choses. Et c'est important pour la construction sociale des enfants. Je pense qu'il faut mettre le paquet dessus. Pas pour cet été, c'est un peu compliqué, mais au moins pour l'été prochain, parce que vraisemblablement la crise va durer encore un peu de temps. Encore un moment. Pour tous ceux qui refuseraient d'obtempérer. Je pense même qu'on aurait pu ajouter les autres délits, parce que je crois qu'ils conduisaient sans permis et qu'ils conduisaient sous prise de stupéfiants. Donc, oui, mais on ne peut pas cumuler en France. Oui, mais je pense qu'il faut revenir dessus comme sur le modèle américain, c'est-à-dire qu'il faudrait cumuler les peines et cumuler les délits. Du coup, vous êtes pour la cumuler, oui, moi je suis pour. Les peines. Moi je suis pour. Je pense que par exemple
Il y a eu une affaire il n'y a pas longtemps sur la question de quelqu'un qui aurait attaqué les États-Unis sur la question de cybercriminalité. Donc ils ont enchaîné les peines, il risquait jusqu'à 116 ans de prison. Je pense que c'est assez dissuasif comme peine. Et je pense qu'il faut mettre ça en place en France, parce qu'en fait, il faudrait cumuler. Parce que notamment, lorsqu'on refuse d'obtempérer, il y a aussi d'autres questions. Les questions de tentative d'homicide volontaire ou involontaire. Et donc d'où ça, en fait, il faudrait l'ajouter en fait, à la personne qui commettrait ce type d'acte. Et donc du coup, c'est un bon début. Ensuite, après, il y a une deuxième question qui est posée, c'est la question d'assurer l'effectivité des peines. C'est-à-dire qu'il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Et je pense qu'il est important qu'il fasse son an de prison ferme. Il ne faut pas qu'il bénéficie d'un aménagement, une réduction, parce que souvent, c'est un sujet qui est évoqué souvent, c'est qu'il peut prendre 1 an, et il ne prend que 6 mois, et puis au final, il effectue que 2 ou 3 mois, si par cas il effectue, parce que les peines en dessous d'1 an sont souvent pas effectuées. Donc je pense qu'il faut assurer l'effectivité de la peine, il faut l'ériger comme exemple pour tous ceux qui suivraient et tous ceux qui tenteraient de refuser d'obtempérer. Il y aurait 95 000 peines non exécutées en France. Oui, voilà, alors faut-il qu'il aille en prison, effectivement, comme vient de le souligner Paris. William T, votre réaction? Moi, sur la question de l'effectivité des peines, la question que vous posez sur les 95 000 peines non exécutées, on a travaillé sur la question des moyens de la justice. En fait, ce qu'on voit, et le chiffre est connu, c'est que la France dépense moins par habitant, 2 fois moins par habitant que l'Allemagne. Et donc, du coup, il y a une question de recrutement, mais à tous les niveaux. Il ne faut pas recruter des magistrats et des juges, mais également des greffiers, des assistants judiciaires. Et donc, du coup, il faudrait ouvrir ces types de recrutement. En fait, moi, je pense qu'il faut notamment recruter des étudiants qui sont en licence de droit et qui sont en cours d'études pour apporter une assistance. Ça permettrait d'avoir un complément de revenus parce que les études deviennent très chères. Et ça permettrait également de soulager les tribunaux. Donc, notamment, mettre un partenariat entre les tribunaux et donc, du coup, les écoles de droit qui sont liées à chaque département et à chaque région. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il faut assurer l'effectivité des peines en construisant des prisons. Et donc, du coup, il faut construire des prisons supplémentaires. On a des problèmes de moyens, on a également des problèmes de délai, dans la mesure où, à chaque fois qu'on entame un permis de construire, des personnes mettent des recours de façon abusive pour nous empêcher de construire très rapidement. Donc, je pense qu'il se posera même une question. Notamment les maires des communes concernés qui n'ont. On peut aussi. Alors, il y a toute une question qui se pose autour des prisons, mais on peut comprendre aussi qu'un maire n'ait pas envie d'avoir une prison dans sa commune. Non, bien sûr, mais si par cas on peut négocier un deal avec le maire, ça veut dire que peut-être que le maire a d'autres besoins en termes d'infrastructures, en termes de besoins publics, en termes de services publics, et je pense que l'État est là pour répondre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez à votre charge une question qui est compliquée, qui est l'installation d'une prison, mais peut-être que l'État aussi peut répondre sur d'autres sujets. Si vous avez besoin d'infrastructures, d'écoles, de rénover vos écoles, de construire un stade de foot, dans ce cas-là, l'État peut passer. Mais dans ce cas-là, on est plus sur un rapport de construction et de dialogue, plutôt que sur un rapport d'imposer du haut vers le bas. Donc du coup, il faudrait voir ce que les maires en question. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de maires qui seraient prêts à passer un deal si par cas ils avaient des contreparties. Mais dans ce cas-là, il faut évoquer la question des contreparties et pas uniquement imposer en disant on a choisi par décision administrative de mettre la prison ici. Évidemment, le maire ne sera pas content et c'est tout à fait compréhensible. Et après, il y a un autre point, c'est la question du recrutement en fait. Et j'ai évoqué déjà cette question, c'est comment on fait notamment pour combler de façon très rapide et assurer l'effectivité des décisions pour que les magistrats le prennent le plus longtemps. Il y a la question du temps de travail. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter le temps de travail à court terme des magistrats de façon exceptionnelle, le temps de recruter des personnes supplémentaires, et ensuite après des méthodes alternatives. Je parlais de la question des contractuels, et également les voies de recours à l'École nationale de la magistrature, auxquelles je pense qu'il y a une question idéologique portée sur cette école, et donc du coup je pense qu'il faut mettre des moyens alternatifs sur la question des juges, et donc du coup passer éventuellement par des recrutements alternatifs, 3e concours. Individus, est-ce qu'ils vont devenir ? Je pense que tous les Français sont inquiets dessus. Ce que montre Christophe Guilluy dans Le Temps des jours ordinaires, c'est que souvent ce sont des personnes dans ces quartiers-là, pas tous, mais majoritairement issus de l'immigration. Et donc du coup, vraisemblablement, ils vont suivre un parcours auquel ils vont monter petit à petit dans la délinquance, dans la hiérarchie et dans le gang. Après, vraisemblablement, ils se feront arrêter un jour, ils vont passer un peu de temps en prison et éventuellement, ils auront envie de passer un peu de temps en famille. Et donc, à ce moment-là, auquel ils auront fait prison plus famille, ils vont se retirer de la délinquance et de la criminalité. Le problème, c'est qu'en fait, c'est le problème que traversent les policiers, c'est qu'ils sont remplacés par des plus jeunes qui viennent soit de personnes extérieures, donc via l'immigration, soit parce que les jeunes sont mal encadrés et qu'ils ont le choix entre soit la loi du grand frère, soit la loi des gangs. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Je pense que le sujet essentiel, c'est de savoir comment on fait pour reprendre le contrôle du territoire. Et dessus, je pense qu'on a quelque chose auquel on doit se remettre en cause. C'est ce qui s'est passé en mai 68, auquel on a voulu attaquer toutes les formes d'autorité. L'autorité du professeur, l'autorité de la police. Mais on a tellement dévalué et critiqué la police, en fait, que la police a perdu son monopole légitime de violence. Et donc, vous croyez que ce manque, on parlait donc le fait que ces jeunes n'aient plus peur de la police aujourd'hui, vous croyez que mai 68
un lien avec ça? Tout est lié. Ça se fait. En fait, vous avez rarement quelque chose qui se fait en un jour. À moins que je ne sais pas, si le président des États-Unis lance une bombe nucléaire, oui, là, ça provoque quelque chose. Mais vous avez rarement quelque chose qui se provoque en un jour. C'est petit à petit des petites choses en fait qui ont entraîné ce qui s'est passé. C'est ce que raconte Gilles Kepel sur l'évolution de la Seine-Saint-Denis, notamment sur les questions de différence de génération de ces cités. En fait, au départ, c'est pas la première génération qui devient islamiste radicale dès le premier coup. C'est petit à petit en fait la transmission de chaque génération, la perte de confiance dans la République, la perte de la maîtrise du territoire, la perte de possibilités économiques et sociales qui ont conduit petit à petit à transmettre une expérience, et l'enchaînement de défaites et d'échecs pour ces personnes-là, ils ont raconté à leurs petits frères ou à leurs enfants, et ils ont perdu foi dans cette possibilité républicaine. Et donc c'est l'enchaînement, tout ça. C'est pour ça que ça ne se fait pas en une possibilité, en un seul jour. Donc c'est pour ça que moi je pense que les solutions qu'on doit mettre en place doivent reposer sur le long terme, parce qu'on n'aura pas de solution immédiate. Effectivement, je comprends la population qui en a marre et qui se dit il faut agir immédiatement, on va récupérer le contrôle du territoire. En moins d'une semaine, ce sera réglé. Mais à moins de déclencher un type de guerre civile, donc une opération militaire de grande ampleur, et je pense que les policiers ne souhaitent pas le faire, en tout cas à court terme, il faudra reprendre petit à petit. Donc du coup, la première étape repose sur la reconquête du territoire. Et donc du coup, que la police retrouve son monopole légitime de violence en faisant restaurer l'ordre et la justice dans ces territoires. Ensuite, après, il faudra les détruire, ces territoires. Parce qu'on ne le sait pas assez, mais à chaque fois, on injecte des milliards et des centaines de milliards d'euros dans ces territoires. Et au final, on ne résout pas la situation. Donc il faudra détruire ces tours pour reconstruire après. Et donc ça repose sur une politique économique, éducative, sociale et même sociétale. Merci beaucoup William T, président.